début des vraies choses. Moi, je vais juste me permettre de replacer un petit peu ce groupe de travail dans son contexte. Donc, on est bien là pour le réseau Wallon-Pac. Et quelque part, un peu la particularité de ce groupe de travail, c'est d'avoir également un raisonnement pour avoir force de proposition par rapport à la future PAC. Et donc, c'est vraiment, voilà, je veux dire, d'avoir ce raisonnement et quelque part de profiter de toutes les forces vives et de tous les cerveaux qu'il y a dans cette salle pour essayer de trouver des solutions et d'être au plus proche de vous, au plus proche du terrain. Voilà, donc il y aura, je vous expliquerai bien sûr la deuxième partie de la matinée qui se passera du coup en bas. Ce sera vraiment ça l'idée de ces groupes de travail, il y aura un groupe de travail spécifique pour ça d'ailleurs, c'est vraiment justement de réfléchir aux différentes propositions qu'on peut faire pour la future programmation. Alors, je vais juste vous glisser quelques petites informations très pratico-pratiques. Évidemment que les présentations de ce matin vous seront envoyées par mail avec également, vous allez voir qu'en bas il y a toute une table avec des documents de référence qui sont quand même assez bien des bibles concernant le sol forestier. Et donc pareil, je vais faire une petite, une petite fiche avec à chaque fois les liens vers ces documents et des sites clés aussi, puisque c'est à chaque fois, l'idée c'était vraiment de vous donner accès à tous ces documents de référence, sachant qu'il y aura aussi des références européennes. Christophe en touchera bien sûr un mot au niveau de tout ce qui est technique au niveau de l'Europe, mais moi j'avais aussi repéré quelque chose et puis après vu le timing, je me suis dit que j'allais pas vous prendre trop de temps et que je préférais laisser la parole aux experts. Donc tout cela vous sera envoyé sous forme de liens vraiment très pratiques, sélectionnés en fonction quelque part des sites internet qui reprennent un maximum de références utiles. Voilà, je vais laisser maintenant la parole à Hugues Titeux, que je remercie vraiment chaleureusement d'être là. Pareil pour Christophe et Grégory par la suite. Et donc, comme je vous l'ai déjà dit, vers 11h, enfin un peu avant 11h en fait, je vais demander aux différentes personnes qui animent une table ronde de venir un petit peu présenter leur table ronde. Et il y aura du coup d'autres personnes que les trois présentateurs de ce matin, que les trois intervenants de ce matin. Donc on prendra un petit temps avant 11h pour ça. Et par la suite, vous devrez vous inscrire parce que malheureusement, tout le monde n'aura pas l'occasion de passer à toutes les tables. Et donc, il y aura 7 personnes maximum par table, sachant que vous pourrez passer à 3 tables. Donc, vous allez devoir sélectionner quelque part les tables où vous allez passer. Et donc, tout ça, ça se passera en bas, mais je vous referai un petit mot d'explication à la fin de cette première partie de matinée. Voilà, est-ce que tout est clair jusqu'à présent? Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des suggestions par rapport à ça? Non? Super. Alors, je vais juste vous demander, avant que j'oublie, d'être très attentif au fait que quand vous prendrez la parole, vous devrez mettre le petit micro, parce que comme il y a une captation qui est en cours et que donc on filme pour ceux qui n'ont pas pu être présents, ce serait dommage de ne pas avoir le son. Ça va? Voilà, je laisse la parole à Hugues. Merci, Hugues. Merci. Donc, voilà, moi je vais me charger de faire une présentation assez générale des sols forestiers. Je suis désolé pour les experts qui sont présents, j'en ai déjà vu beaucoup. Je vais commencer par une présentation assez basique sur ce qu'est un sol et comment ça fonctionne. Donc, un sol, en fait, c'est ce qu'on a sous nos pieds, de manière générale, mais dans le domaine agronomique ou forestier, le sol, c'est en fait une interface entre le monde minéral et le monde végétal. En pratique, on limite cette zone à 2 mètres d'épaisseur, même si, dans certains cas, ça peut être beaucoup plus épais. Alors, dans cette interface, on a 2 processus principaux qui se produisent. C'est la dégradation de la roche et des minéraux qu'elle contient. Et d'autre part, la dégradation de la matière végétale. Donc ça crée des flux dans les sens inverses, dans les deux sens. Et entre ces 2 flux, on trouve des organismes. Il y a les racines des arbres, évidemment, mais il y a aussi toute une série de micro-organismes, bactéries, champignons, et puis d'invertébrés, des lombriques, des insectes, des vertébrés comme des taupes, des rongeurs, etc. Donc,
il y a toute une panoplie d'organismes qui vont du très petit au grand. Et ces organismes jouent un rôle clé dans les processus. Alors, comment ça fonctionne un sol? En fait, le sol, c'est finalement un mélange entre des déchets, un mélange de déchets. C'est assez cru comme définition, mais c'est des déchets de roche mélangés à des déchets végétaux. Alors, le fonctionnement est assez complexe. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des acteurs majeurs dans ce processus. L'eau, le gel, la chaleur, les racines des végétaux, les micro-organismes, la faune, et puis il y a aussi des retombées atmosphériques qui peuvent modifier les processus, et les actions humaines qui peuvent également modifier ces processus. Le tout aboutit à un sol. Alors plus précisément, donc on a la roche qui peut être soit dure, soit meuble, qui doit d'abord être altérée physiquement, donc fractionnée en morceaux pour donner des cailloux, du sable, des limons et des argiles. Alors, évidemment, si la roche est meuble, cette première étape de fractionnement n'est pas nécessaire. On a directement les sables, limons et argiles. Si la roche n'est pas dure, si elle est meuble. Ensuite, on a l'altération chimique qui altère ces fragments en différents éléments. Par exemple, il peut y avoir formation de nouveaux minéraux, comme des argiles ou des oxydes de fer, par exemple. Il y a également libération d'éléments dissous. Ces éléments dissous peuvent être absorbés par la végétation, notamment lorsqu'il s'agit d'éléments nutritifs, comme le magnésium, le potassium. Il y a aussi des résidus, comme les grains de quartz. Alors, l'altération physique, elle est principalement réalisée par les actions du gel, de l'eau, de la chaleur, tandis que l'altération chimique, elle est surtout réalisée par des acides. Et ces acides, ils sont produits par les racines, ils sont produits par les micro-organismes et ils sont apportés par la pluie. D'autre part, il y a la dégradation de la matière organique, donc qui provient de la matière organique morte issue de la végétation. Il y a des processus de transfert de cette matière organique fraîche vers l'intérieur du sol. Ce transfert peut être réalisé par la faune du sol ou peut être réalisé sous forme simplement dissoute, parce que à partir de molécules produites par les micro-organismes. Donc la matière organique fraîche est dégradée en molécules de petite taille qui sont dissoutes et qui se déplacent dans le sol sous forme soluble pour s'immobiliser plus bas. Et il y a aussi un processus de dégradation. C'est principalement des processus d'oxydation qui sont aussi réalisés par les micro-organismes et surtout les enzymes que ces micro-organismes libèrent dans l'environnement. Lors de ces processus de dégradation, il y a libération de CO2 et la matière organique qui se retrouve dans le sol va également subir un processus de minéralisation pour libérer du CO2 qui est absorbé par la végétation et retourne dans le système. Oui, donc en gros, il y a une grosse différence entre la matière organique fraîche et la matière organique transformée, parce que cette matière organique transformée a beaucoup plus de liens avec les minéraux du sol que la matière organique fraîche. C'est très important parce que ça garantit ça la stabilise, donc ça permet de stocker du carbone dans le sol, mais ça permet aussi, comme on le verra plus tard, de stabiliser la structure du sol.
Donc les principaux compartiments dont je viens de parler ne sont pas juste juxtaposés dans le sol. C'est très important d'avoir en tête qu'il y a une organisation très très fine, très très complexe entre ces différents composants. La matière organique fraîche, comme je l'ai dit, elle est moins associée à ces composants. Elle est juste plutôt juxtaposée. Alors, cette organisation, voici comment elle se présente. Elle se présente sous forme d'agrégats. Donc, les agrégats sont composés de fragments minéraux, comme par exemple des sables, des limons, et une espèce de gel, une pâte, qui est représentée en beige, en brun clair ici, qui est composée d'un mélange d'argile, d'humus, et ce qui est important, c'est qu'il y a du calcium, ou, comme je l'expliquerai plus tard, d'autres éléments qui peuvent remplacer le calcium, mais qui créent un gel qui cimente, en quelque sorte, tous ces composants. Donc voilà. Alors, à l'intérieur de ces agrégats, il y a également des pores. Ici, ils sont représentés en bleu parce qu'ils sont remplis d'eau. Et entre ces agrégats, on les appelle les micropores, pardon. Entre ces agrégats, il y a également des pores plus grands, qu'on appelle les macropores. Eux, ils sont représentés en blanc parce qu'ils contiennent de l'air. Évidemment, quand le sol est saturé, ils contiennent tous de l'eau. Mais l'eau est plus facilement extractible ou va plus facilement se vider à partir des macropores que des micropores, parce que la capillarité est moins forte dans ces macropores. Donc, la structure du sol, c'est l'organisation des principales composantes sous forme d'agrégats qui sont séparés par des pores. Comment elle se forme, cette structure? Pourquoi elle est en petites boules comme ça, comme on l'a vu? D'une part, elle peut se former grâce au cycle de gel-dégel, parce que quand le sol gèle, l'eau se regroupe en cristaux, et les cristaux occupent des espaces qui vont avoir tendance à grandir et à créer un vide entre les particules minérales. Ensuite, il y a les racines. Les racines, évidemment, quand elles vont s'insérer dans le sol, vont créer des espaces, mais ces espaces ne sont pas libres jusqu'à ce que ces racines meurent. Donc c'est après la mort des racines que des galeries vont apparaître dans le sol. Mais ce qui est très important, c'est que les petites racines, les racines très fines, elles ont une durée de vie assez limitée. Il y a un turnover de petites racines dans le sol. Et donc, ça va créer en permanence des nouvelles pores. Enfin, des nouveaux pores. Ensuite, il y a la faune. Les taupes, les rongeurs, les lombrics, principalement, créent des galeries. Et donc ces galeries constituent de la macroporosité et même on pourrait presque dire de la mégaporosité, parce que c'est vraiment très très large. Souvent, quand on échantillonne les sols, on oublie le rôle de cette porosité, parce que on ne la voit pas forcément toujours dans les échantillons, puisque c'est à une échelle assez large. Mais ça peut contribuer très fortement à la porosité du sol. Et ensuite, il y a le passage dans le tube digestif de la faune. Les termites, évidemment, on n'en trouve pas chez nous, mais il y a les lombrics également, qui mangent le sol et qui, donc dans leurs excréments, il y a des petites boulettes. Mais il y a aussi d'autres organismes, comme les colamboles,
des anchytréides, etc., des invertébrés, qui ingèrent des particules de sol ou de matière organique et dont ce qui explique en fait surtout la forme de ces agrégats assez ronds, assez arrondis. Et ensuite, il y a le travail du sol. Je l'ai mis en grisé parce que dans les sols forestiers, c'est moins le cas, mais là, je reste encore sur des aspects plus généraux. À quoi sert cette structure? C'est très important d'avoir une structure bien développée dans un sol. Une structure bien développée, ce serait une structure qui est riche en macropores. C'est très important pour le transfert d'eau vers les couches profondes et vers le sous-sol. C'est très important pour que l'oxygène puisse pénétrer dans le sol et donc alimenter les racines. Les racines ont besoin d'oxygène pour fonctionner et même pour survivre. Et enfin, la présence de macropores aide les racines à pénétrer dans le sol et donc à accéder à des couches profondes. Pourquoi c'est important? Parce que souvent, dans les sols forestiers, les couches de surface peuvent être appauvries en certains éléments nutritifs, comme par exemple le magnésium, mais on en retrouve en concentration plus élevée dans les couches profondes. Donc l'accès aux couches profondes est très important pour la nutrition des arbres, mais aussi pour la nutrition, pour l'alimentation en eau. Alors, il ne suffit pas que cette structure soit formée, il faut encore qu'elle soit stabilisée, parce que sinon elle va directement se désagréger. Qu'est-ce qui stabilise la structure? C'est la présence de cations, donc par exemple le calcium ou l'aluminium, qui maintiennent collés les feuillets d'argile. Donc les feuillets d'argile, ils ont une surface chargée négativement, et les cations sont positifs, donc ça crée des interactions électriques entre ces éléments, entre les feuillets, et ça les maintient proches l'un de l'autre. Mais il y a aussi, et surtout je dirais même, la matière organique qui est liée aux minéraux, soit directement, par exemple les oxydes de fer ont des atomes de fer à leur surface, et la matière organique va venir se coller sur ces atomes de fer, s'absorber. Et ce qui est important, c'est que la matière organique de ce côté-là peut se coller à d'autres oxydes de fer. Et donc ça va créer une structure à 3 dimensions qui sera très stable. Même chose avec les argiles qui ont une surface chargée négativement. Des cations comme le calcium ou l'aluminium peuvent venir faire des ponts entre le minéral et l'organique. Ils peuvent également faire des ponts entre deux molécules organiques. Et idem, si on extrapole ça, ça va faire des liens, la matière organique va créer des liens entre les différentes particules minérales. Évidemment, il peut y avoir les deux mécanismes mélangés. C'est un schéma simplifié, mais il faut s'imaginer le sol comme un réseau complètement aléatoire avec des molécules organiques entre les particules minérales. Et comme je l'avais dit tout au début, les cations qui ont des charges positives, enfin plusieurs charges positives, comme le calcium ou l'aluminium, ont un rôle majeur dans ce processus d'arrangement 3 dimensions. Alors maintenant, j'en viens plus précisément au sol forestier. J'insiste là-dessus parce que souvent on oublie que les sols forestiers ont des caractéristiques assez, voire très différentes des sols agricoles. La première caractéristique, elle est très évidente, elle est assez simple, c'est qu'il n'y a généralement pas ou peu de travail du sol, surtout en raison de l'abondance de cailloux et des racines. Évidemment, tant que les arbres sont là, c'est difficile de travailler le sol, puisque sinon on abîmerait leurs racines. En tout cas, le travail du sol, comme
comme on se l'imagine en milieu agricole. Deuxièmement, les sols sont souvent acides parce que les roches qui les constituent ne permettent pas de neutraliser toute l'acidité qui est produite dans le sol et qui est amenée par l'atmosphère. Mais c'est un processus naturel, ce n'est pas forcément lié aux pluies acides et à la pollution atmosphérique. Ces sols sont naturellement acides et ne reçoivent pas d'amendement, de chaulage, en tout cas pas comme dans les sols agricoles, pas autant que dans les sols agricoles. Et donc ils contiennent assez peu de calcium, et donc les liens entre les minéraux et la matière organique sont surtout assurés par l'aluminium et le fer, généralement. Et le fait qu'il y ait peu de calcium et que les sols soient acides, ça implique aussi qu'il y a relativement peu de vers de terre, sauf dans les sols calcaires évidemment. Et donc les champignons sont les principaux décomposeurs. Et donc on entrevoit déjà qu'il y aura aussi beaucoup moins de galeries faites par les vers de terre. Ensuite, ces sols sont peu ou très peu fertilisés. La fertilité chimique dépend essentiellement de l'altération des minéraux, qui est un processus très lent. J'ai oublié de mentionner que dépend également de ce qui est apporté par l'atmosphère. Dans certains cas, ça peut être très important. Dans certains milieux, c'est même la principale source de minéraux nutritifs. Mais étant donné que l'altération des minéraux est un processus lent, il est important pour les arbres d'optimiser le contact entre les racines et les minéraux, donc d'avoir une surface de contact la plus grande possible. Et donc que son système racinaire soit bien développé. Et en plus, ils sont aidés par les mycorhizes qui sont associés aux racines et qui permettent d'aller explorer des zones un peu plus éloignées des racines et donc d'augmenter finalement la zone de contact entre les minéraux et les racines. Alors, j'en profite pour faire une petite parenthèse sur... J'ai dit que dans les forêts, il n'y avait pas d'amendement. En réalité, c'est faux. Dans certaines forêts, il y a des amendements. Donc, des apports surtout de calcaire avec de la dolomie. Mais ce n'est pas du tout comparable à l'amendement agricole. L'amendement agricole, c'est de la chaux. Et le but de l'amendement agricole, c'est de maintenir le pH autour de 7, proche de 7, justement, et d'avoir, pour différentes raisons, notamment parce que les cultures préfèrent avoir un pH neutre, mais aussi parce que la structure du sol est ainsi favorisée. Tandis qu'en forêt, l'amendement n'a pas cet objectif. L'objectif, c'est juste, ce n'est pas du tout de faire remonter le pH, mais c'est d'apporter du calcium pour favoriser la décomposition de l'humus et de libérer ainsi des éléments nutritifs qui y sont piégés. Également, accessoirement, d'apporter un peu de magnésium, puisque c'est un des éléments les plus limitants pour la croissance des forêts. Donc, amendement forestier n'est pas égal à chaulage. Donc, malgré qu'ils reçoivent du calcium, dans les sols acides, c'est toujours l'aluminium, le fer qui vont assurer le maintien de la structure. Le calcium les concentrations de calcium ne vont pas augmenter de manière suffisante que pour assurer ce rôle à la place de l'aluminium. Alors, deux dernières spécificités des sols forestiers et non des moindres, c'est la présence d'une couche d'humus à la surface du sol. Alors, la couche d'humus, elle assure une protection extraordinaire contre l'érosion, notamment
en amortissant l'impact des gouttes, mais également en assurant un stock d'eau temporaire qui permet d'amortir les flux d'eau. Donc, c'est une éponge, en quelque sorte, qui va se charger rapidement lors d'une grosse pluie, puis qui va libérer l'eau un peu plus lentement vers les horizons minéraux. Et donc, ça va permettre de limiter les flux d'eau vers le sol. Ensuite, on oublie souvent, mais l'humus, c'est un excellent isolant, surtout l'humus de hêtre, avec des feuilles qui se mettent bien horizontalement. Et en fait, ça protège le sol du gel. J'ai déjà fait l'expérience. Vous pourrez, quand la prochaine fois qu'il y a une forte période de gel, vous penserez à moi, vous irez tester. Vous gratterez un humus après 10 jours de gel avec du vent d'est. Vous irez gratter, vous irez voir. Je vous garantis qu'en dessous de l'humus, le sol ne sera pas gelé. Si jamais vous le voyez, vous me prévenez. Mais donc, à partir de 6-7 cm d'épaisseur, l'humus est un excellent isolant contre le gel. Et on verra dans la présentation suivante que le gel est important quand on parle de travail du sol. Enfin, pas de travail du sol, mais de circulation des engins, etc. Ensuite, les sols forestiers ont une teneur très élevée en matière organique dans les premiers centimètres, surtout les sols forestiers acides. Donc, dans les sols qui sont plutôt calcaires, grâce au ver de terre, la matière organique est incorporée sur une profondeur assez importante et il y a un mélange, et donc il y a assez peu de gradients de matière organique. Tandis que dans les sols acides, la matière organique, elle s'incorpore essentiellement sous forme dissoute. Des organismes de plus petite taille également qui contribuent à son incorporation, mais ça crée un gradient important dans les premiers centimètres de sol, dans les 5 à 10 premiers centimètres. Il y a des teneurs en matière organique très élevées, donc la densité apparente est très faible, la porosité est très importante, mais vraiment très très importante, malgré qu'il n'y ait pas les fameuses galeries des vers de terre. Et donc, l'infiltration est excellente dans ces premiers centimètres. Ce qui fait que, si on combine les deux, il n'y a pratiquement jamais de ruissellement en forêt, hors des chemins, bien sûr. Voilà. Quand les sols sont préservés, quand les sols sont intacts, à partir du moment où il y a tassement, etc., c'est autre chose. J'en viens donc à la compaction. Donc la compaction se produit si le sol est soumis à une pression supérieure à sa portance. Donc sa portance, c'est la résistance de la structure. Si la pression dépasse cette résistance, il y a déformation qui va créer une diminution de la porosité. Et c'est les macropores qui seront affectés les premiers, parce qu'ils sont plus fragiles. Et donc, ils vont être perdus partiellement, voire totalement. Alors, la compaction, il faut quand même rappeler qu'elle peut avoir une origine naturelle. Notamment, quand les racines grossissent, elles ont tendance à compacter le sol qu'il y a autour d'elles. Le poids des arbres, également, peut compacter le sol en dessous de l'arbre. Le gel peut compacter certaines parties du sol. C'est plus compliqué à expliquer, mais je vais passer. Mais aussi le poids des horizons qui se situent au-dessus. À partir d'une certaine profondeur, le poids des horizons est tellement élevé qu'on ne peut pas espérer avoir une structure bien développée. Mais je dirais que ces profondeurs, c'est plutôt environ 1 mètre. Donc ça dépasse le cadre de notre exposé. Et donc, évidemment, il y a aussi la compaction d'origine anthropique dont on va parler tout à l'heure. Alors, de quoi dépend la compaction ? Il y a les facteurs qui influencent la portance, et ces facteurs sont... C'est presque fini ? Ouais.
Oui, mais c'est presque fini. Ces facteurs seront présentés dans l'exposé suivant. Mais il y a aussi les facteurs qui influencent la pression sur le sol. Et la pression en surface, c'est égal au poids de la machine ou de l'organisme qui est présent, divisé par la surface. Mais la compaction dépend également de la surface elle-même. C'est important d'avoir... Je vais terminer par ça. C'est extrêmement important d'avoir ça en tête. Parce que la surface, elle influence la pression. Plus la surface est grande, plus la pression elle-même est faible. Mais pour une pression identique, donc un poids différent, plus la surface est grande, plus la profondeur affectée sera grande. Parce que l'atténuation de la pression vers la profondeur est diminuée si la surface est large. Je vais vous montrer en quoi ça correspond. Donc là, on a deux cas. Soit on exerce une pression de 1 bar sur un carré de 10 x 10 cm. Et donc, on a la répartition de la pression avec la profondeur. Vous voyez qu'à environ 20 cm, on a déjà la moitié de la pression en surface. Mais si on multiplie par 25 le poids, on a toujours une pression de 1 bar, mais cette fois-ci, on va la répartir sur un carré de 50 x 50. Et vous voyez ce qui se passe? Ça affecte une profondeur bien plus importante. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est que c'est bien d'augmenter la surface des pneus, des engins, etc. Mais en soi, il y a quand même une importance du poids qui se traduit par une importance du tassement en profondeur. Et donc les conséquences à court terme sont des blessures des racines et une perte des macropores, donc une limitation de l'infiltration d'eau, un manque d'oxygène pour les racines, et donc des nécroses, et voire la mortalité de l'arbre. À moyen terme, ça va diminuer le ruissellement, limiter la recharge des nappes et développer des taches d'hydromorphie qui vont être visibles et qui sont un indice de problème de tassement. Et ensuite, ça crée une barrière à la pénétration de nouvelles racines. Donc c'est un problème pour la régénération. Ça peut créer des chablis. Voilà, ce sont des exemples de racines d'expérimentation hors des zones tassées et sous les zones tassées. Et à long terme, c'est vraiment là le point crucial, c'est à long terme. Est-ce que le sol est capable de restaurer une bonne structure? Ça va dépendre essentiellement de l'activité. S'il y a des vers de terre présents, donc dans les sols calcaires, ça va, il n'y a pas trop de soucis. Par contre, quand on a des sols acides, c'est un processus extrêmement lent et pour lesquels on ne connaît pas exactement la durée. Alors j'ai mis la conséquence sur la biodiversité, mais voilà, je vais m'arrêter là, si vous voulez lire. Voilà, désolé d'avoir été si long. Je propose, puisqu'on a par la suite une table en fait, que Hugues anime, de faire la séance de questions-réponses par la suite, sauf s'il y a vraiment une question brûlante pour certains d'entre vous qui est nécessaire de poser par rapport à toute l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un serait vraiment frustré s'il ne peut pas poser sa question maintenant? Non. Okay. Alors du coup j'invite Christophe, si tu veux bien. Normalement le PowerPoint est ouvert, etc. Donc ça devrait être facile. Retirez le micro. Ouais. Je vais le passer. Bravo pour la présentation. Moi ça. C'est ça. Je sais pas si elle est ouverte. Si, c'est celle-là.
Bonjour à tous. Merci de... Tout d'abord, merci. Il faut que je parle plus fort, oui. Ah oui, c'est toujours mon problème, ça, on m'entend jamais. Bonjour, merci de m'avoir invité à cet atelier. Je m'appelle Christophe Calvaruso, donc moi, en fait, je connais Uctiteux depuis assez longtemps. On a été formés à l'INRAE de Champenoux tous les deux. Et maintenant, moi, je travaille, j'ai créé mon bureau d'études et je travaille aussi pour une start-up sur le développement d'indicateurs de la santé des sols, en fait. Donc, je travaille beaucoup en milieu agricole, mais j'ai beaucoup travaillé en milieu forestier par ailleurs. Et donc là, j'ai mis un peu, je vais mettre dans cette présentation beaucoup de résultats obtenus sur des projets, divers projets avec différents partenaires que j'ai indiqués ici sur cette première diapositive. Alors le plan de ma présentation, voilà, je vais revenir sur certains aspects du contexte à la suite de ce qu'a dit Hugues, pardon. Excuse-moi. Et je vais parler rapidement. Il ne faut pas hésiter à parler plus fort parce qu'à mon avis, voilà. Oui. Et donc, je vais parler dans la première partie de la compaction des sols en milieu forestier, en reprenant la suite de ce qu'a dit Hugues, en apportant certains compléments. Ensuite, je vais parler des techniques pour préserver les sols forestiers de la compaction. Alors moi, je ne suis pas un technicien pur et dur, donc là, j'ai repris des informations. Mais par contre, dans les ateliers, vous aurez des experts sur ces... Donc là, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez là-dessus. Et puis après, j'ai mis une petite partie conclusion et perspective, un peu sur là où on se situe. On m'entend là, c'est bon ? Oui, ça va. Voilà, donc la compaction des sols forestiers. Je voulais revenir tout d'abord sur le fait que les sols forestiers, ils sont très divers en termes de propriétés. Ça, c'est important à avoir en ligne de compte. On ne peut pas gérer tous les sols de la même façon. Ils ont des caractéristiques différentes. Et là, d'ailleurs, j'ai remis une carte un peu de l'Europe. On peut voir les grandes typologies de sols. Il y en a déjà au moins une trentaine. Et encore, là, c'est vraiment des grands groupes de sols. Et ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que les sols forestiers sont souvent des sols contraignants, puisqu'on a réservé les bons sols, je dirais, à l'agriculture. Donc c'est souvent des sols contraignants, comme tu l'as dit, Hugues. C'est des sols qui sont fragiles aussi, fragiles sur plein d'aspects, et notamment voilà, sur des sols qui sont en pente, il y a des risques d'érosion. Donc voilà, il faut prendre tout ça en compte. Et c'est des sols qui sont soumis à des pressions liées d'une part à l'exploitation de ces sols-là, mais aussi au changement climatique qui vient se combiner là-dessus. Et il y a 4 grosses menaces qui pèsent sur les sols forestiers, parce que là on va parler de compaction, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres pressions qui sont sur les sols forestiers, qui sont l'appauvrissement en éléments nutritifs, notamment via la récolte d'arbres entiers. Il faut bien comprendre qu'en milieu forestier, le recyclage de la végétation, recyclage des branches, des feuilles, c'est essentiel dans le cycle des nutriments. Donc attention quand on exporte un arbre entier sur des sols où on a peu de disponibilité en nutriments. Donc ça, c'est important. Il y a des risques érosifs, il y a des risques de sécheresse. Et puis il y a le risque de la compaction des sols, notamment via la circulation d'engins et des engins qui sont de plus en plus lourds. Donc là, aujourd'hui, on va se focaliser sur la compaction, mais il ne faut pas oublier que toutes ces menaces, en fait, elles se superposent, elles s'ajoutent les unes aux autres. Là, je vais passer rapidement parce que ça a été évoqué, mais voilà, c'est une dégradation majeure. 30% des terres sont compactées. Alors, je prends en compte là les sols forestiers, mais aussi les sols agricoles. 30% des terres sont significativement dégradées par la compaction. Et notamment, il faut être conscient aussi que ça affecte toutes les fonctions du sol, écologiques, mais aussi tous les services écosystémiques qui sont rendus. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, ça a été dit. Voilà, donc Hugues en a parlé. Lorsque la pression exercée sur le sol est supérieure à la résistance du sol, voilà ce qui se passe, c'est qu'on a un réarrangement des particules de sol, et on a ce qu'on voit sur la droite, des ornières, donc un sol compacté, et puis qui ne permet plus d'infiltrer l'eau. Voilà, notamment une des fonctions qui est dégradée. Un élément important à prendre en compte, c'est que la résistance à la compaction est fortement liée. Le facteur premier, c'est la teneur en eau du sol. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais rapidement, là, on peut voir que sur cette figure, on voit bien qu'un sol sec qui est à gauche, avec le même passage d'engin, est beaucoup moins affecté en termes de profondeur d'impact et en termes d'intensité qu'un sol qui est humide. Sur ce sol-là, on voit qu'on a
20% de la pression exercée qui atteint 15 cm de profondeur, sur ce sol-là, humide, on passe à 35 cm au niveau de l'affectation. Donc, en lien avec ça, les caractéristiques d'hydromorphie, bien sûr, vont jouer sur la résistance à la compaction. La composition granulométrique va beaucoup jouer. On imagine bien qu'un sol sableux va être beaucoup moins sensible à la compaction qu'un sol argileux. Mais il ne faut pas considérer que les sols sableux ne sont pas sensibles aussi à la compaction. Là, je vous ai mis quelques petites images qui montrent clairement un sol sableux ici qui a été complètement perturbé par une compaction avec on voit une structure qui est horizontale, donc avec un réarrangement des particules. Voilà, donc les sols sableux sont aussi sensibles à la compaction s'ils sont humides et si on passe avec des engins trop lourds. Ensuite, la teneur en éléments grossiers, parce que les éléments grossiers vont permettre aussi d'améliorer la portance du sol. C'est notamment ce qu'on utilise par exemple en milieu urbain, parce que je travaille un peu en milieu urbain aussi, où on utilise ce qu'on appelle des mélanges terre-pierre, en fait, dans les fosses de plantation des arbres. Et ça permet de ménager une certaine porosité dans le sol, puisqu'on est obligé de compacter un peu ces sols-là. Mais en fait, ça ménage quand même une certaine porosité. Donc l'importance des éléments grossiers dans le sol, et on verra que tout ça, après, on va le réutiliser dans les éléments de diagnostic. Ah non, j'avais pas fini, pardon. Des éléments aussi qui sont en lien avec la teneur en matière organique, on en a parlé tout à l'heure. C'est aussi important de l'avoir en tête, dont les sols forestiers sont en général riches en matière organique, mais attention à ne pas perdre cette matière organique, et notamment la fraction type humus, qui est très importante pour lier les agrégats. L'activité biologique est essentielle, on l'a vu. Et également, je reprends ici une étude qui a été réalisée en milieu agricole, mais qui met clairement en évidence que le type de porosité aussi joue beaucoup. Et ça, c'est important de l'avoir en tête quand on considère qu'un travail du sol, par exemple. Sur cette figure, on voit clairement, sur la gauche, un sol qui n'a pas été perturbé par un passage d'engin. Sur la droite, un sol qui a subi un passage de moissonneuse-batteuse. On voit clairement que la porosité liée à l'activité biologique, elle est beaucoup plus stable et beaucoup moins dégradée dans le temps par l'impact. Alors que la porosité d'assemblage, qui est généralement ce qu'on produit lorsqu'on fait un travail du sol, elle est beaucoup plus sensible. C'est la partie rouge là. Vous voyez, il y avait cette porosité d'assemblage et on voit bien la perte énorme qu'il y a eu lors de la compaction. Alors que la porosité tubulaire liée à l'activité des organismes du sol, notamment des vers de terre, est beaucoup plus stable. Elle est impactée, mais elle est beaucoup plus stable. Et puis là-dessus, en effet, il y a l'effet du changement climatique. On en a parlé tout à l'heure sur la possibilité d'utiliser les jours de gel pour passer avec les engins. Il y en a de moins en moins des jours de gel. Il y a des événements extrêmes de plus en plus intenses, avec des pluies en hiver, des inondations coulées de boue. Enfin, je ne vais pas revenir sur tous les événements, on en est tous conscients. Donc tout ça, ça veut dire qu'on a un nombre de jours favorables à l'intervention sur les parcelles qui a fortement réduit ces dernières années, qui induit des problématiques de maintien d'un approvisionnement régulier en bois et puis de rentabilité après de l'exploitation pour les différents acteurs. Donc moi, je ne suis pas un spécialiste de tous ces éléments-là, je mets juste ces éléments, ça pourrait être discuté après dans les ateliers. Et je vais en venir aux techniques pour préserver les sols forestiers de la compaction. Le premier élément, on l'a vu, les sols sont très divers, ils n'ont pas les mêmes caractéristiques, ils n'ont pas les mêmes sensibilités. Donc ce qui est important, c'est d'intégrer la sensibilité des sols à la compaction dans la planification des interventions. Et ça passe par un diagnostic. Donc là, j'ai mis quelques exemples de diagnostic. Donc il faut un diagnostic pour connaître les caractéristiques du sol et de son état au moment où on veut intervenir. Donc il y a différentes approches. Je crois que tu vas y revenir un peu là-dessus, sur donc, profil de sol, test bêche. Forme d'humus aussi, qui est un élément très important pour voir un peu la dynamique biologique au sein de l'écosystème. À partir de ces éléments-là, on va pouvoir adapter la gestion et les pratiques. Et la finalité, c'est de gérer les sols durablement, qui soient protégés dans le temps, pour maintenir un sol fonctionnel. Donc là, j'ai remis un peu, petit schéma, vous ne voyez rien, mais c'est pour remettre un peu toutes les fonctions. Le sol, il est quand même au cœur d'une multitude de fonctions et de services écosystémiques. Et donc la finalité, c'est quand même d'intervenir dans de bonnes conditions.
c'est-à-dire, on l'a vu tout à l'heure, le principal facteur qui joue sur la résistance des sols à la compaction, c'est son niveau d'humidité. Donc il faut intervenir quand l'humidité du sol est favorable. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la figure là parce qu'elle est assez complexe, hein, c'est une étude d'FCBA, mais là, elle montre bien que là, c'est des engins en vert et en rouge de poids différents sur un sol frais, qui sont passés sur un sol frais, et là, des engins qui sont passés sur un sol saturé en eau, enfin humide. Et on voit bien ici, ce qu'on voit là, c'est la profondeur d'ornière. On voit que sur le sol frais, aucun effet. Enfin, globalement, on a des ornières, mais on reste en dessous de 5 cm. Alors que là, avec un engin de type gazelle, je ne suis pas un spécialiste moi, de ça, ou buffalo, avec différents types de chargement, on voit bien une augmentation forte des ornières, donc une augmentation de la compaction allant jusqu'à 30 cm. Et là, dans ces conditions-là, enfin, à ce niveau-là, c'est vraiment des compactions qui sont très graves, quoi. Alors, comment limiter donc, on a vu qu'il fallait faire un diagnostic, on a vu qu'il fallait intervenir dans des conditions d'humidité acceptables, favorables. Maintenant, il faut limiter, on peut aussi limiter l'impact des équipements sur le sol. Là, je vous ai mis juste une petite image que m'a transmise Noémie Pousse de l'ONF sur une visualisation LIDAR en fait, en rouge. On voit le passage des engins en fait, sur la parcelle. Et donc là, ça, c'est les layons, enfin les cloisonnements. Et on voit qu'en fait, il y a une circulation anarchique sur la parcelle qui représente sur cette parcelle-là, je crois que c'est 50% à peu près de la parcelle qui est affectée par le passage des engins. Donc il y a un élément qui est important à prendre en compte, c'est que finalement, la majeure partie de l'impact sur la compaction et sur les racines, elle est générée lors du premier au troisième passage des engins. Et ça dépend des caractéristiques du sol, mais globalement, c'est sur les premiers passages. Donc ça n'a pas d'utilité d'essayer de répartir le passage des engins, mais il faut plutôt essayer de localiser le passage des engins à certains endroits, en fait. Et donc là, on voit un peu les dégâts qui sont générés après 1 à 3 passages. Donc ce n'est pas 10 passages, hein, c'est vraiment ces effets, ils sont très rapides. Et donc une des réponses, c'est de restreindre le passage des engins sur des zones dédiées et qui soient de manière permanente, c'est ce qu'on appelle les cloisonnements. Donc pareil, tout ça, ça va faire donner lieu à une table ronde, mais ces types de cloisonnement ont énormément d'avantages pratiques, écologiques et économiques. Écologique, on a bien compris que voilà, l'idée c'était de localiser vraiment les impacts sur certaines zones de la parcelle. Donc là, c'est peut-être pas très visible, mais j'ai repris un tableau qui reprécise, voilà, en fonction de l'espacement des layons, ce que ça représente comme surface. Donc si on prend par exemple un layon de 4-5 mètres, avec un espacement un interlayon de 20 mètres, ça représente 20% en termes de surface de parcelle qui est affectée par le passage des engins. Et donc il est toutefois important de bien réfléchir en amont et de bien dimensionner le réseau de cloisonnement suivant les caractéristiques de la parcelle et des machines. C'est également hyper important de bien recenser. On a eu le cas, des collègues m'ont rapporté le cas dans le nord-est de la France où en fait, après l'avis de tempête, en fait, il n'était plus capable d'identifier les layons. Donc c'est hyper important de bien les recenser. Il y a des outils GPS maintenant qui existent pour pouvoir bien se situer et respecter ces layons. Et ce qui est très important, c'est toujours que ce réseau reste praticable. En effet, s'il va se dégrader, c'est ce qu'on a vu sur la diapo précédente, à partir du moment où un layon est dégradé, l'engin va passer à côté. Donc au fur et à mesure, on va abîmer des sols tout autour. Donc c'est hyper important que ce réseau reste praticable. Il ne faut pas hésiter à interrompre les travaux si l'état se dégrade. Et à ce titre, donc là j'ai un peu illustré un peu les machines. Voilà, donc un layon que vous voyez ici. Un layon, c'est un cloisonnement, quoi. Et puis voilà, 4-5 mètres de large en général. Et donc pour savoir si
si le cloisonnement est praticable, il y a un outil qui a été développé en France qui s'appelle, voilà, c'est un outil qui permet de faire un diagnostic de la sensibilité potentielle et réelle des cloisonnements, qui est intégré maintenant dans l'outil Foreval. C'est une application qu'on peut utiliser et qui vise dans un premier temps à déterminer la sensibilité potentielle du sol, c'est-à-dire la capacité de ce sol-là, en fonction de ses caractéristiques, à supporter la compaction. Et on l'a vu tout à l'heure, c'est les éléments grossiers qui sont pris en compte. C'est est-ce qu'il y a un engorgement temporaire, la taille des particules. Voilà. Et ça a permis de définir 5 grandes classes que je présente ici sur cette carte. Donc qui permet d'identifier finalement la carte de sensibilité potentielle des sols français à la compaction. Et ça, cette carte permet déjà en amont de planifier les chantiers. C'est-à-dire que par exemple, si on se trouve ici dans les Landes, on sait qu'on est plutôt sur des sols sableux. C'est-à-dire que ces zones-là sont praticables, enfin les cloisonnements de ces zones sont praticables quasiment toute l'année avec peu de précautions. Par contre, si on se trouve sur des limons, bien sûr qu'on va avoir des contraintes qui vont être beaucoup plus fortes. Et donc on sait que dans certaines conditions, on ne pourra jamais intervenir. Donc voilà, ça permet déjà de planifier un peu les chantiers. Et ensuite, il y a un diagnostic de sensibilité réelle, c'est-à-dire qu'au moment de l'intervention, il faut évaluer, avoir une connaissance de l'état d'humidité de son sol. Et donc il y a une table ici, alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on n'a peut-être pas beaucoup de temps, mais elle permet, en fonction du contexte dans lequel on est, voilà, si on voit bien là que si on a une nappe d'eau avec engorgement, il n'y a aucune exploitation terrestre qui est possible. Donc on verra après les alternatives. Mais quand on est sur sol sec, globalement, on peut intervenir à partir des layons toujours. Mais quand on est sur un sol humide, il n'y a que sur des sols très caillouteux où on peut intervenir en fait. Dans les autres cas, il faut prendre énormément de précautions. Voilà, donc ces éléments-là, déjà, sont des éléments qui permettent de faire des choix en termes d'intervention. Et après, une fois que les engins passent sur le terrain, on est face à est-ce qu'on a sous-estimé l'humidité du sol ? Est-ce que les caractéristiques sont différentes de celles qu'on avait imaginées ? Et là, sur le terrain, on voit l'impact qu'on a réellement. Et là, il faut être capable d'arrêter les chantiers si on dépasse une certaine hauteur au niveau des ornières. Donc voilà, grosso modo, c'est les 3 étapes qu'il peut y avoir dans ce type de diagnostic. C'est-à-dire une première étape de sensibilité potentielle. On planifie ses chantiers en fonction des caractéristiques de son sol et d'identifier à quelle période on peut passer. Au moment de l'intervention, on évalue la sensibilité réelle. Est-ce qu'on peut y aller ou pas ? Et quand on intervient, on voit si vraiment le chantier, et on peut poursuivre le chantier ou est-ce qu'il faut l'arrêter éventuellement. Donc tout ça, ça implique d'avoir des réflexions sur des chantiers de repli. Enfin, j'y reviendrai un peu par la suite. Ça, je vais passer très vite. Ça a été déjà expliqué. Il faut limiter l'impact des engins sur le sol. C'est réduire la pression exercée. Ça, Hugues en a parlé tout à l'heure. Je rajouterai juste qu'il y a... vous pouvez lire, hein, mais sinon il y a aussi mettre des branches au sol aussi, au niveau des cloisonnements ou au niveau du sol de manière générale. Ça permet aussi d'amortir les impacts et aussi tout ce qui est une diminution du patinage. Voilà. Au niveau de la circulation des engins, ça joue beaucoup sur la pression qui est exercée au niveau du sol. Alors on l'a vu que dans certains cas, on ne peut pas du tout intervenir, soit pour des questions de relief, soit pour des questions de sol très sensibles. Et là, il y a d'autres méthodes qui existent. Et ça, il y aura aussi une table ronde de cet après-midi. C'est l'utilisation du câble mât. En fait, donc, c'est 2 pylônes qui sont mis à l'extrémité d'une parcelle qu'on veut exploiter. On tire un câble entre les deux. Et en fait, il va y avoir une nacelle ici avec une élingue qui va permettre de choper en fait les grumes et de les apporter en bas au niveau de la route. Et là, ils peuvent être retirés, les camions peuvent venir chercher toutes les grumes. Donc ça, c'est adapté aux terrains difficiles d'accès. Ça a des avantages que y a moins de chemin, parce qu'en fait, il faut juste faire un petit espace de 3 à 4 mètres pour pouvoir tirer le câble et puis tirer les grumes le long.
Donc beaucoup moins de chemin, des risques d'érosion, comme tu en as parlé tout à l'heure, l'érosion c'est un risque qui est au niveau des chemins. Il y a moins d'entretien, moins d'impact paysager, pas plus de surface productive parce que dans les faits il n'y a que 3 mètres qui est mangé sur la parcelle et tout en préservant les sols. Donc il y a de nombreux coûts évités, mais il y a un coût supplémentaire au niveau de la mise en œuvre de cette infrastructure. Alors tout ça, ça pourrait être discuté après sur la faisabilité en fonction des sites, sur le technico-économique. En tout cas, il s'avère qu'il y a des résultats très intéressants au niveau de l'impact. Là, sur la gauche, on peut voir une coupe rase et un débardage par câble-mât sur la même zone, à la même période. Une coupe rase avec un débardage par câble-mât, puis 2 passages d'un porteur. Donc c'était une expérimentation. Et enfin, vous voyez clairement que l'impact au sol n'est pas du tout le même. Là, on maintient la couche d'humus. Là, on n'a plus d'humus, on a un sol qui est complètement compacté. Donc, les images parlent d'elles-mêmes, je dirais. Enfin, une autre pratique qui est utilisée, c'est le débardage par cheval. Alors, pareil, il y a un expert ici. Moi, je ne me prétends pas expert, mais de ce que j'ai pu identifier, les atouts, c'est quand même la grosse maniabilité avec le cheval. On passe dans des endroits plus étroits. C'est adapté aux fortes pentes. Alors, je ne sais pas jusqu'à quelle limite. Les terrains sensibles, pas de bruit, pas de pollution. Voilà, donc l'impact sur le sol est restreint. Et là, on le voit sur une étude qui a été menée, où on voit ici, sur cet axe-là, la perméabilité à l'air. Et là, le poids des différents engins. Et on voit clairement que le cheval, même si au niveau de la zone de pression de la patte, la pression peut être assez forte, dans l'ensemble, on maintient une perméabilité qui est beaucoup plus importante, 10 à 20 fois plus, voire plus que les autres approches par les engins habituels qu'on peut utiliser sur ce type d'exploitation, quoi. Donc voilà les atouts un peu de ça, mais comme je vous dis, ça sera discuté avec les experts. Et par contre, moi, je rajouterais vraiment cette partie-là, qui a été un peu évoquée tout à l'heure. Mais pour préserver les sols de la compaction, il faut favoriser toutes les pratiques qui vont viser au maintien de la stabilité structurelle du sol. C'est-à-dire maintien d'un couvert, maintien d'une bonne teneur en matière organique, et une matière organique équilibrée. C'est-à-dire, tu en as parlé tout à l'heure, Hugues, mais il y a la forme liée et la forme disponible pour les organismes. Donc il faut un bon équilibre entre cette forme liée qui va permettre de stabiliser la structure, mais aussi la forme libre qui va permettre de booster les activités biologiques. Et les activités biologiques, c'est ça, hein, c'est les vers de terre qui font des surfaces beaucoup plus résistantes. On a vu les porosités tubulaires tout à l'heure, mais aussi tous les ifs qui vont structurer le sol, qui vont permettre de stabiliser les agrégats. Et puis attention à l'impact du travail du sol. Pour travailler un peu en milieu agricole aussi, on voit bien les impacts qui peuvent être générés sur une minéralisation accélérée de la matière organique, destruction des agrégats, perturbation des organismes du sol. Donc voilà, ça a été identifié tout à l'heure, mais là j'ai un petit exemple en fait sur le fonctionnement naturel, la formation des agrégats naturels. Ce qu'on a vu tout à l'heure aussi, c'était par ce que disait Hugues, c'est des agrégats arrondis, c'est de la vraie structure du sol bien stable, alors que quand on a des sols tassés et labourés, on forme une structure qui est beaucoup moins consolidée et beaucoup plus sensible donc à la compaction. Je ne sais pas si je suis en retard ou quoi. Je suis encore dans les temps ou pas? Non, mais conclusion de perspective très rapidement. De toute façon, j'ai tout évoqué. Le contexte, on n'y revient pas. Enfin, mieux vaut prévenir que guérir. C'est-à-dire d'où l'importance du diagnostic, bien connaître ses sols pour bien intervenir avec les bonnes méthodologies, les bonnes approches, les différentes mesures, planifier les chantiers, enfin, jouer sur la technique des engins, limiter la pression, l'exécution des travaux, toujours circuler dans les cloisonnements, les maintenir praticables. On a vu éviter toutes les pratiques qui vont affecter la stabilité structurelle et les perspectives, parce que ça c'est important aussi, c'est de partager la connaissance, c'est important, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, mais c'est de continuer à partager la connaissance, les retours d'expérience,
créer des réseaux d'acteurs, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on ne maîtrise pas, même le fonctionnement des sols. Il y a plein de choses, on en discutait tout à l'heure, mais c'est difficile de généraliser à l'échelle des sols. Il faut mieux comprendre le fonctionnement de certains contextes. Promouvoir la réalisation des diagnostics, favoriser les interactions entre les équipementiers et les gestionnaires pour que ce qui est produit, ce qu'on vous fournit comme machine soit adapté. Et ça nécessite, c'est pas toujours le cas, et ça nécessite d'être travaillé. Et conserver et développer les savoir-faire aussi, câblement ou le cheval, l'utilisation du cheval. Et puis améliorer la connaissance aussi, la cartographie des sols, leur état réel à l'instant T. Et encore expérimenter pour mieux comprendre, notamment au travers de la préservation des sols, mais aussi tout ce qui est restauration. Pour l'instant, on a peu de recul sur la restauration. Et puis améliorer les outils d'aide à la décision. Il y a plein de choses qui sont en cours en ce moment. Beaucoup de choses sur les sols, c'est très positif. Ça bouge vraiment sur les sols. J'espère qu'on va avoir aussi bien au niveau recherche qu'après au niveau diagnostic et puis au niveau de la mise en œuvre des bonnes pratiques. Donc voilà, il faut continuer sur cette lancée-là, je dirais. Eh bien, merci, et j'espère qu'on m'a entendu au fond ou pas. Il y a la coupe de la Vallée dans la vallée de l'Anglais à Toulon, qui est une coupe de 15 hectares, qui sont là pour quelques semaines. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Voilà. Et puis l'ancienne gare de Toulon, on a une belle perspective sur cet endroit, avec des câbles mâts. On a été faire quelques prises de vue avec Coralie. Oui, voilà. C'est plus une interview de l'agent de Ah oui, ouais. Il y a quelques, enfin, voilà, il y a quelques oui, mais en même temps, c'est beau. Ok. Voilà, bonjour à tous. Donc voilà, je suis Grégory Timal, ingénieur forestier et directeur du centre de développement agroforestier de Chimay. Le propos de mon exposé est de faire un focus sur la régénération forestière, évidemment en lien avec la compaction des sols, et donc sur les problématiques non pas d'évitement, qui ont été abordés par mes collègues, notamment Christophe, mais surtout sur de solutions quand on est confronté à la problématique à l'instant où on désire régénérer. Voilà, donc brièvement, je vais passer par des éléments de contexte. Je vais dresser rapidement, de manière non exhaustive, l'influence des facteurs abiotiques, c'est-à-dire le sol, le climat, sur la réussite des régénérations, ce qu'on en sait actuellement par l'observation. J'établirai ensuite un rapide tour sur le diagnostic de la compaction des sols par différentes techniques aujourd'hui. Et j'aborderai des techniques de préparation mécanisée des sols comme solution potentielle à la restauration de sols dégradés par la compaction. Alors en contexte assez trivial, j'apprendrai rien aux collègues forestiers, mais les besoins en matière de renouvellement sont constants à l'heure actuelle. D'une part, pour les peuplements qui sont gérés, c'est-à-dire les peuplements matures, que ce soit sous forme de régénération naturelle ou artificielle, ou de manière subie, pour les parcelles d'épicéas colités, comme on a connu depuis 2018 maintenant, ou des peuplements qui connaissent des dépérissements marqués, soit en raison d'attaques sanitaires, on pense à la cale rose, ou en raison de phénomènes stationnels, comme pour le chêne, par exemple. Et enfin, des besoins de renouvellement sont toujours importants dans le cadre de l'inadaptation des essences à la station, que ce soit une adaptation qui soit constatée, ou une adaptation qui soit attendue dans la perspective des changements globaux. Dans ce contexte de renouvellement, de besoin de renouvellement, on a des conditions qui sont favorables, bien entendu, mais aussi beaucoup de conditions défavorables. D'abord climatiques. On connaît de plus en plus des augmentations de vagues de chaleur, d'épisodes de sécheresse, notamment des sécheresses printanières. Tous les forestiers savent ce que ça donne en termes de réussite. On a, comme ça a été exposé, des problématiques liées à la compaction, la mécanisation forestière, qui vient comme facteur aggravant s'ajouter aux problématiques de bilan en eau des parcelles. Et puis,
de manière parallèle, on a par rapport au projet de reboisement une augmentation permanente du coût de ces projets, que ce soit en termes de fourniture de main-d'œuvre, et cerise sur le gâteau, l'augmentation, voire l'explosion de population de gibier qui vient accentuer encore la pression et la difficulté d'obtenir des régénérations. Donc voilà pour le contexte, vous comprenez qu'on est vraiment dans une situation qui évolue et qui va encore évoluer dans le futur. Alors le point de départ de mon exposé pourrait être cette parcelle, une mise à blanc de Picea scolité, avec beaucoup de souches, beaucoup de rémanents, et donc la question que se posent beaucoup de praticiens, qui est d'abord qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je vais mettre en place. Alors très souvent, et ça a été le cas ici, vous voyez cet engin, gentiment je ne vais pas citer de marque, parce que je veux pas de... C'est un des plus puissants tracteurs existants, c'est souvent utilisé par les entrepreneurs, parce qu'ils peuvent comme ça apparaître à toute éventualité, et s'attaquer à toute parcelle, quelle que soit l'étendue du travail à faire. C'est un engin qui fait gentiment 14-15 tonnes. Le tracteur, le broyeur qui est derrière, c'est un broyeur FAE, il fait 4 tonnes. Donc on atteint facilement 18 tonnes. Alors la question qui est derrière, et que se pose malheureusement trop tard beaucoup de praticiens, c'est que on a souvent, et notamment dans les forêts qui sont gérées durablement, des réseaux de cloisonnement d'exploitation qui sont organisés dans les parcelles scolitées, enfin les parcelles épicées en général, pardon, et qui permettent d'éviter effectivement par le biais de ces cloisonnements la compaction de l'ensemble de la parcelle. Mais qu'est-ce qu'il en est quand on passe avec un tracteur de 18 tonnes et qu'on passe toute la parcelle au crible du broyeur? Eh bien là on compacte tout. Et donc on se retrouve devant des situations où le sol est compacté, non pas en raison de l'acte d'exploitation, mais en raison d'une opération unique qui est la préparation de terrain. Et face à ça, on est démuni au jour d'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de solutions techniques, on sait que la nature est très lente à réorganiser les choses, à corriger les choses, voire elle ne peut pas le faire. Et donc la seule question qui est, c'est est-ce que je suis capable d'évaluer quelle est l'intensité de la parcelle qui est compactée, quelle est l'étendue de la parcelle qui est compactée, à quelle intensité, quelles sont les techniques de préparation mécanisée qui peuvent être mises en œuvre, et selon quels outils, selon quelles modalités. Aujourd'hui, on a des réponses à ces questions qui sont ponctuelles, et je fais tomber déjà le suspense, on n'a pas de réponse toute faite. Alors, en termes d'influence des facteurs abiotiques sur la réussite des régénérations, je vous présente ici ce graphique que vous connaissez peut-être. C'est un bilan, alors pardon, c'est pas un bilan pour la Belgique, c'est un bilan qui vient de France. Le DSF, c'est le département de la santé des forêts qui a établi chaque année un bilan sur les plantations. En l'occurrence, ici, ce sont un peu plus de 1000 parcelles qui sont suivies depuis 15 ans. Et ce que vous observez par ces bâtonnets rouges et bleus, ce sont les niveaux en rouge, c'est le pourcentage des plantations qui n'ont pas atteint un taux de réussite de 80%. Donc, et en rouge et en bleu, ce sont les mortalités moyennes observées chaque année dans le réseau de parcelles en pourcentage de plants morts. Ce que vous constatez, c'est que d'abord l'année 2022, c'est la pire. Puisqu'on a atteint en France, alors c'est évidemment un grand territoire, il y a des grandes disparités régionales, mais donc on a quand même une tendance gentiment à l'augmentation des taux de mortalité dans les plantations, et on a quand même une forte augmentation des plantations, des taux de réussite, une forte diminution des taux de réussite globalement. Et vous voyez qu'en 2022, on a dépassé, on est à 38%, je crois, des plantations qui n'ont pas atteint les taux escomptés de 80%. Bon, ça c'est vraiment une problématique d'aujourd'hui. Et alors, pour compléter mes propos, les essences qui sont les plus impactées à l'échelle de la France, mais les hybrides, Douglas, Chêne Cécile et pédonculés, ce sont celles qui ont moins bien réussi. On a en Belgique également un observatoire wallon de la santé des forêts qui évalue sur évidemment une échelle beaucoup moins large la réussite de reboisement. Pour 2022, c'est à peu près une quarantaine de parcelles qui ont été suivies, mais principalement sur l'Ardenne. Donc on a des résultats qui sont évidemment associés à un territoire qui est plus favorisé par les précipitations que le reste du pays. Alors, je reviens à ce graphique et à ces résultats, parce que les Français ont analysé également quelles étaient les causes qui étaient derrière ces taux de réussite. Et ils ont remarqué que près de 92%, c'est le camembert de gauche, c'est ce qui est en bleu, près de 92% de la mortalité est attribuée à une origine abiotique au complexe. Alors, origine abiotique, ça veut dire climat. 92%.
Et quand on regarde de plus près dans les origines abiotiques, qu'est-ce qui est exactement en cause, on voit qu'une grosse partie de ces facteurs abiotiques, c'est la sécheresse. Ça veut dire que si vous faites le lien entre la compaction du sol, qui est notre ligne rouge d'aujourd'hui, et ce schéma-là, vous pouvez vous dire qu'à peu près la moitié des causes d'échec des plantations actuellement sont liées à la sécheresse, aggravées par des problématiques de compaction. D'où l'importance quand même de garder ça en ligne directrice quand on projette des reboisements. Alors quels sont les éléments dont on dispose quand on veut évaluer la compacité d'une parcelle sur le terrain? Alors il y a des éléments, il y a des méthodes scientifiques, je veux dire, qui nécessitent quand même de mettre en place des choses plus ou moins importantes. Ce que vous avez ici en illustration, ça s'appelle un profil cultural. Alors c'est une fosse pédologique qui fait à peu près 1 mètre cube, 1 mètre cube et demi. Donc ça ne se creuse pas en un quart d'heure. Et ça ne permet d'avoir, ce profil cultural, je vais y revenir après, un examen assez fin des différentes organisations structurales du sol, et ça permet de déceler des problèmes liés à la compaction. D'autres méthodes existent qui sont également des méthodes scientifiques, de prélèvement, d'analyse d'échantillons. Ce sont des méthodes qui sont intrusives, ça nécessite de faire des sondages, de décaisser des couches et de faire des prélèvements par des anneaux de Kopecky pour ceux qui connaissent. Et on peut faire des examens de porosité, de densité apparente, etc. Donc ça, ce sont des méthodes qui permettent d'avoir des résultats très précis. Elles sont objectives, mais elles sont lourdes à mettre en place. Elles délivrent des informations malheureusement ponctuelles. On ne peut pas se permettre de faire une parcelle tous les 20 arts dans une fosse pédologique tous les 20 arts dans une parcelle. Et donc elles sont malheureusement inadaptées à la mise en place de systèmes diagnostiques de gestion courante. D'autres méthodes existent, que j'appelle plus rapides, alors tout est relatif. Je vous montre ici quelques illustrations. Le test bêche, qui est un test qui est réalisé, comme le nom indique, par la bêche, c'est-à-dire que c'est un test qui permet d'évaluer de la même manière qu'un profil cultural l'état structural d'un sol sur une profondeur limitée et de déterminer en fonction de toute une gamme de structures observées des mesures adaptées. Autre test, le test de beer can. Alors beer can, ça vient de l'anglais, pour ceux qui parlent l'anglais, beer can, donc c'est canette de bière en anglais. Ça fait référence à la forme du dispositif qui est mis en place sur la parcelle. C'est un test qui consiste à mesurer des temps d'infiltration de quantité d'eau définie. Donc on met dans un petit cylindre, comme ça, posé sur le sol, on dépose des quantités d'eau et on mesure le temps d'infiltration. Et on obtient des graphiques de ce type-là, c'est-à-dire qu'on peut comparer, en fonction du temps d'infiltration, quelle est la perméabilité du sol, et donc on peut exprimer de cette manière-là si un sol a été perturbé par la compaction, ou au contraire, on peut évaluer quel est effectivement l'effet bénéfique sur l'infiltration et donc du sol et donc sa structure indirectement d'un travail mécanisé comme ici figurant en orange. Donc c'est un système BIRCAN qui existe de manière, c'est assez simple à mettre en place. Il existe des systèmes plus sophistiqués par le biais d'infiltromètres automatiques. Il faut savoir qu'un test comme ça prend plusieurs heures quand même. Donc voilà, ça c'est une méthode encore de mesure, d'évaluation de la compacité d'un sol de manière indirecte et qui peut être mis en place sur le terrain. Bon, vous avez d'autres techniques comme le pénétromètre, mais qui également nécessitent certaines précautions puisque c'est très ponctuel. Il faut évidemment avoir un sol qui est peu caillouteux, peu chargé en racines, etc. D'autres éléments encore, d'autres méthodes comme le mini profil 3D, c'est une méthode de diagnostic également de la structure sur base d'un échantillon prélevé qui est un peu plus gros que celle d'une bêche, etc. Donc ce sont des méthodes qui sont plus faciles à mettre en place, qui nécessitent quand même une bonne connaissance, qui permettent des échantillonnages plus intensifs, mais qui doivent être validés avec d'autres éléments diagnostiques, notamment des profils culturaux. Je fais un zoom ici sur le profil cultural et je vous montre une photo, vous voyez ici, on va la retrouver après, d'un sol qui a été travaillé par une fraise forestière sur 30-40 cm de profondeur. Et vous observez ici des petits points blancs. Alors ces petits points blancs, ce sont des tites golf.
D'ailleurs, le CEDAF est devenu brusquement sans doute l'organisme forestier qui a acheté le plus de matériel de golf sur la Belgique. On consomme énormément de titres golf. Mais donc, ces titres golf permettent de délimiter des zones de structures et de structures homogènes. Donc, initialement, la méthode du profil cultural, elle est pas récente, elle date de 87. Elle a été développée par deux personnes, Manichon et Gautrono. Voici le guide qu'ils ont édité en 87. Et c'est un guide qui a été développé à dessein des terres agricoles. C'est au départ une méthodologie agricole qui a été ensuite traduite et adaptée à la forêt par les collègues de l'INRA notamment, et qui depuis plusieurs années, voire même depuis presque 15 ans, 20 ans peut-être même, testent cette méthode pour évaluer les techniques de préparation mécanisée de terrain. Alors que délivrent les profils culturaux en termes de résultats? Le profil cultural, ça permet de délimiter différentes zones homogènes qui sont déterminées par deux éléments. D'une part, l'état interne des mottes, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y en a 3, et d'autre part, le mode d'assemblage de ces mottes, c'est-à-dire la manière avec laquelle elles sont agrégées. Quand on exerce une compaction sur un sol, on évolue selon dans ce tableau vers la droite ou vers le bas, c'est-à-dire vers un sol dont la structure est favorable, vers un sol dont la structure est tout à fait défavorable. Tout à fait défavorable à quoi? Eh bien à l'enracinement des plants. Donc ça permet, cette analyse permet de définir sur un sol des zones homogènes, et on voit ici, pour revenir à notre cas de figure du sol fraisé, que dans une matrice qui était constituée d'un sol de structure qui était peu favorable, ou assez favorable, on a favorisé, on a augmenté la structure pour la rendre très favorable, mais parallèlement, ce qu'on devine pas, c'est pas automatique, ce qu'on a observé, c'est que le passage des engins nécessaires au fraisage de cette zone, ici zone 2, c'est le passage des roues d'un tracteur lourd avec une fraise. Une fraise, c'est plus lourd qu'un broyeur, et donc on a une aggravation locale de la structure du sol. Donc ça vous montre qu'on n'a pas de solution miracle. Enfin, c'est un exemple qui vous montre qu'on n'a pas de solution miracle, et c'est le profil cultural qui permet de l'observer, et c'est ce qui est mis en place. Donc on arrive à identifier de cette manière et à quantifier les phénomènes de déstructuration des sols. Une fois qu'on a une sol qui est compactée, on l'a vu, naturellement la nature va avoir du mal à le restaurer. Il existe alors des techniques de préparation mécanisée du sol. Je le dis d'emblée, il faut prendre d'extrêmes précautions à la mise en œuvre de ces techniques. Donc ces techniques de préparation mécanisée de sol, PMS, sont initialement, comme beaucoup de choses en forêt, des techniques qui sont transposées de l'agriculture. Vous connaissez tous la charrue forestière. La charrue forestière, c'est la charrue agricole transposée avec un vérin. Le chisel ou le cover crop, ce sont des outils qu'on connaît un petit peu. Mon prédécesseur en parlait énormément. Mais donc ce sont des outils qui ont été développés, adaptés à la forêt, avec des mécanismes permettant de franchir des obstacles tels que les souches. Et puis vous connaissez la dent Becker. La dent Becker, c'est une dent qui existe depuis 30 ou 40 ans. Et en fait, il y a énormément d'outils qui ont été développés notamment en France, qui permettent de travailler le sol. Mais donc, que valent ces techniques? Eh bien, à quoi sont-elles destinées? Ces techniques sont destinées au départ et principalement à lutter contre la végétation concurrente. C'est la principale raison pour laquelle, en général, les PMS sont mises en place. Et quand on parle de végétation concurrente, on parle de végétation de blocage, type fougère-aigle, par exemple. Elles permettent également d'améliorer la structure du sol, notamment en situation de compaction. Et enfin, ça permet, de manière plus accessoire, de limiter les effets d'hydromorphie en fabriquant, par exemple, des bions. C'est plus particulier. Il en existe de nombreuses, ces techniques. Ici, je vous ai mis deux extraits d'un guide, qui est un guide qui a été édité par un partenariat dans un programme Interreg, qui s'appelle Guide pour optimiser les régénérations forestières. Et dans ce guide, on a fait un petit peu l'inventaire de toutes les méthodes et outils, et aussi toutes les mesures de prévention à mettre en place quand on parle de sous-solage, quand on parle de travail du sol, quand on parle de travail sur les végétations. Donc là, je vous ai mis quelques extraits d'outils existants. Peu sont appliqués en région wallonne aujourd'hui. Vous connaissez la fraise.
la dent de sous-solage. C'est principalement les rares techniques qui sont mises en œuvre aujourd'hui en région wallonne. Toutes ces techniques nécessitent de toute façon des diagnostics préalables. Voici une clé dichotomique de diagnostic pour déterminer quelle est la meilleure adéquation entre l'engin, porte-outil et l'outil en question et les conditions de mise en œuvre. Alors je vais passer rapidement sur les techniques de préparation mécanisée en termes de littérature, mais sachez que en fait vous aurez ça quand vous recevrez les étaient couramment utilisées en conditions boréales, et c'est là qu'elles ont montré leurs effets sur la croissance racinaire, la reprise et la croissance juvénile des plantes conifères et de chênes. En France, ça a été démontré par des études en 2020 sur l'enracinement des plants de chêne et de pin. Mais donc on sait que par le biais des études qui ont été faites, que les préparations mécanisées du sol ont des effets positifs en général sur l'enracinement et la croissance des plants. Néanmoins, ça ce sont des travaux de l'INRA. Donc ce que l'on voit, c'est qu'en fonction des conditions d'humidité de la parcelle et en fonction des indices climatiques de sécheresse de l'année où sont mises en place ces techniques, on peut avoir des résultats très contrastés. Et c'est ce que montre ce graphique, que je ne vais pas détailler, mais il vous montre différentes techniques qui ont été regroupées sous PMS moyenne ou PMS forte. C'est le niveau d'intensité du travail du sol. Et en rouge, des témoins, donc c'est plusieurs plantations. Et vous avez une échelle, ici en abscisse, qui vous montre la norme par rapport à l'écart par rapport à la norme météorologique de l'année en question. Donc le SPI, c'est un indice de sécheresse. Quand vous êtes à 0, vous êtes sur une année, vous êtes sur la norme. Quand vous êtes au-dessus de 0, vous êtes plus pluvieux que la norme, et en dessous, vous êtes plus sec. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, pour les plantations témoins, on voit les taux de mortalité, ici sur l'échelle de gauche, qui sont, enfin, le taux de réussite, qui partent de très bas quand vous êtes très sec, et qui remonte progressivement pour atteindre des niveaux proches de 80-90% quand vous êtes plus humide que la norme. Donc on voit une compensation des effets climatiques de l'arrosage de l'année sur la réussite. Et on voit que les effets, les PMS jouent de manière assez différenciée selon le degré d'humidité de l'année en question. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que toutes les PMS fonctionnent dans tous les cas de figure de la même manière. Ça dépend des conditions d'humidité au moment de la plantation, et ce qu'on voit, c'est que les PMS fortes, donc intensives, ont beaucoup plus d'effet sur les années qui sont très sèches ou plus sèches que la norme. Par contre, lorsqu'on est sur des années qui sont relativement humides ou plus humides que la norme, elles ont moins d'effet que des préparations légères et se rapprochent, d'ailleurs, le résultat se rapproche des parcelles témoins. Donc ça permet de nuancer. Ça permet de nuancer que derrière une préparation mécanisée, il peut y avoir des effets très différents, simplement en fonction des conditions d'humidité de l'année de mise en place. Je vais passer brièvement ça parce qu'on n'aura pas le temps. Alors, quelles sont les conditions qui conditionnent, enfin les éléments qui conditionnent la réussite d'une PMS? Là, c'est mon confrère Florian Vaz de l'INRA dont je me suis inspiré. Donc, 4 éléments indispensables. Les conditions d'humidité du sol au moment de l'intervention, comme l'a montré le graphique précédent, la structure du sol, sa composition et les antécédents culturaux, la dextérité de l'opérateur. Vous pouvez réunir toutes les conditions. Si vous avez un opérateur qui manie mal l'engin ou l'outil, vous pouvez avoir une dégradation du sol. Et enfin, l'adéquation de l'outil avec le travail souhaité et dans le contexte souhaité. Ici, je vous montre 2 schémas également qui viennent d'une vidéo, extrait d'une vidéo Régio 2 renfort, donc de l'INRA. Vous avez un travail de sol sur une même parcelle. C'est un essai expérimental avec 2 profils culturaux. Le premier profil, c'est un profil qui a été fait dans de bonnes conditions d'humidité, avec une structure de sol favorable pour recevoir ce type de préparation. On a une amélioration globalement du travail du sol sur le profil cultural en question. Le schéma de droite, c'est un travail de sol qui a été fait dans de mauvaises conditions d'humidité sur une parcelle dont la structure était tout à fait inadaptée, et on a une destruction du sol. Donc on peut avoir des effets radicalement opposés
voire des effets même contraires, et ça a été démontré par l'INRA dans leurs travaux. On peut avoir des effets délétères sur le sol, c'est-à-dire on peut avoir des destructions de sol, des destructions de structures de sol, plus que des effets positifs sur le sol. Donc ça vous montre que c'est quelque chose qui est quand même assez touchy, et qui a sûrement pas de modus vivendi à dire on va mettre en place des PMS systématiquement dans toutes les conditions, quelles que soient ces conditions, quels que soient ces types de sol. Ça marche pas. Ça demande quand même un petit peu de savoir, un petit peu d'observation. Et au jour d'aujourd'hui, ça reste un domaine qui est complexe et un peu délicat. Donc il y a beaucoup d'études qui sont encore menées au jour d'aujourd'hui pour essayer de caractériser les choses. Contrainte évidemment à la mise en place de ces techniques-là, vous avez ici une illustration d'une parcelle qui a été travaillée par sous-solage par mini-pelle, qui est un engin qui est fréquemment utilisé pour travailler sur des outils portés, avec une dent de sous-solage. C'est ce qu'illustre cette image, c'est que le traitement d'une compacité bloquante au niveau d'une parcelle nécessite fatalement une adaptation de l'itinéraire de régénération. On ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, pratiquer des PMS et vouloir les mêmes schémas de régénération que les plantations traditionnelles 2 sur 2, par exemple. C'est pas possible parce que ce sont des engins qui coûtent très cher et mécaniquement, techniquement, on ne peut pas appliquer des densités de plantation associées à des travaux de cette manière-là. C'est pas associable économiquement, c'est pas associable techniquement. Donc ça nécessite des adaptations, des itinéraires de régénération, c'est-à-dire des schémas de plantation plus larges, de travailler en bande plutôt qu'en ligne, ou de travailler en placeau, de travailler en cellule, par exemple. Voilà. Et donc, au jour d'aujourd'hui, l'efficacité de ces techniques de PMS, elle est testée par l'INRA dans un certain nombre de conditions avec énormément d'outils. Du côté de la Belgique, on a mis en place, nous, une étude qui a été pratiquée donc en Ardennes sur du sous-solage et du fraisage, avec des résultats qui sont assez encourageants, mais on n'était pas dans des conditions de parcelles vraiment compactées, c'était pas le but de l'étude au départ. Donc, il reste que des essais selon nous, doivent être mis en place pour définir justement les bonnes conditions de réussite sur des sols compactés, quelles sont les combinaisons d'outils, quelles sont les méthodes et les points de vigilance à adopter sur des parcelles compactées dans les contextes régionaux. Donc en synthèse, ce qu'il faut retenir, la régénération forestière est une phase de plus en plus complexe à réussir et coûteuse. La compaction des sols forestiers peut gravement entraver la réussite, comme l'ont dit mes collègues. Et dans les situations de parcelles compactées, malgré tous les scénarios d'évitement déjà existants, il faut quand même traiter le problème. On a besoin de développer des méthodes de diagnostic actuellement qui sont intégrées en amont pour essayer d'identifier si une parcelle est compactée, à quel niveau elle est compactée, à quelle profondeur, et quel est l'outil et la technique qu'on peut mettre en place en aval. Idéalement, il faudrait pouvoir dire, dans une parcelle qui est compactée, quelle est la technique à mettre en place idéalement et quelles sont les chances de réussite. Est-ce que vous avez une chance sur 2 de réussir? Est-ce que vous avez une chance sur 4? Est-ce que vous avez 4 chances sur 5? Actuellement, on ne sait pas. On ne peut pas donner des recommandations de ce type-là. Enfin, la PMS n'est pas la panacée, donc elle doit être raisonnée. Je pense que j'ai insisté là-dessus suffisamment. Donc ne sortez pas d'ici en disant on a la solution à tout avec la PMS, ce n'est pas vraiment le cas. Voilà, je vous remercie. Un grand merci à vous trois pour la présentation.